très, très, très vite, est apparu très clairement pour moi et pour les gens avec qui je travaillais qu'un de mes grands points faibles, c'était la data. Quand tu es un peu débutant sur ces sujets-là, tu as tendance à croire qu'il y a quelque chose de magique en fait dans la data et que plus tu connais d'informations, plus ça va t'aider à résoudre le truc. On a des projets d'algorithmie où le bottleneck d'impact, c'est l'UX, c'est pas l'algorithme. Si tu n'arrives pas à le craquer d'un point de vue utilisateur, tu peux avoir le meilleur algorithme du monde, ça ne changera pas grand-chose. Aujourd'hui, je reçois Rémi, l'ex-Chief Product Officer de Blablacar et qui est aujourd'hui le cofondateur de Discovery Discipline, qui est un livre, une méthode, mais aussi une agence produit en quelque sorte. Rémi va nous en dire un peu plus. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que Rémi nous explique quelle était sa stratégie data en tant que Chief Product Officer chez Blablacar. Et en fait, cet épisode, il s'inscrit dans une série que j'ai lancée sur le podcast où l'objectif est d'inviter justement des profils qui ne sont pas des leaders ou des experts data directement, donc plutôt des fonctions qu'on appellerait dans le milieu un peu nos stakeholders. Donc là, dans cet exemple, le produit. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant de le faire avec le produit parce que vous êtes quand même très proche de la data, notamment dans les boîtes de tech. Souvent, il y a une dimension data qui est très forte dans le produit. On va en parler. Et parfois, vous avez même des équipes data au sein du produit, donc les Product Data Analysts. Et j'avais déjà fait un épisode dans le même style avec le Chief Product Officer de Mano Mano, Pierre Fournier, que tu connais peut-être. Absolument. Voilà, c'était super intéressant. Donc aujourd'hui, c'est avec toi. Hello Rémi, ça va? Salut Robin, ça va très bien. Plaisir d'être là. Bah écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Pour info, DataGen, c'est aussi un collectif de top profils data indépendants. Grâce au podcast, on a réuni des pointures issues des plus belles boîtes. Si vous avez besoin d'accélérer et que vous souhaitez être accompagné par les meilleurs, vous pouvez réserver un appel de découverte avec moi via le lien en description. Est-ce que tu peux nous expliquer quel était le contexte data produit chez Blablacar pour commencer, pour planter un peu le décor? Bien sûr. Ce qui me semble important de préciser pour démarrer, c'est qu'il y a eu d'autres épisodes dans le podcast avec des experts data chez Blablacar. Je pense à Emmanuel, à Thibaut, à Célia notamment. Et que pour les personnes qui cherchent des discussions très approfondies sur la data par des experts data chez Blablacar, ces épisodes sont passionnants. Et donc moi, l'angle que je vais peut-être essayer d'apporter, c'est un angle effectivement un peu plus naïf parfois et très axé produit et design. Le contexte chez Blablacar qu'il faut avoir en tête, c'est que tu peux regarder Blablacar, qui est une application de covoiturage, une place de marché, soit comme un site de petites annonces où tu as un conducteur qui va dire je vais de Paris à Marseille après-demain, puis un passager qui va parcourir des petites annonces et contacter la personne qui l'a posté. Et c'est tout. Sauf que ça, c'est extrêmement inefficace. Et si, par exemple, le passager, il voudrait pas aller de Paris à Marseille, mais aller peut-être de Dijon à Marseille, ça va être très compliqué pour lui de savoir quels sont tous les conducteurs qui pourraient lui offrir une place dans sa voiture. Pour que ce soit beaucoup plus efficace, tu as besoin de transformer ces informations-là en data qui va permettre à l'application de matcher des gens d'une manière qu'ils n'auraient peut-être pas été capables de faire eux-mêmes. Et à partir de là, quand tu comprends ça, tu comprends que une application de covoiturage, c'est entièrement basé sur de la data. Puis d'ailleurs, tu m'avais dit aussi que finalement la data avait par moment été un avantage compétitif super fort et que vous aviez eu des concurrents qui avaient essayé de se lancer en se disant tiens, finalement, c'est pas si compliqué à faire parce que tu sais, quand tu es entrepreneur, parfois tu peux être un peu trop optimiste et qui avaient refait en surface une application très similaire. Mais en fait, ils n'avaient pas réussi à avoir le même niveau d'expérience parce qu'il y a quand même cette machine, en revanche, qui, elle, se construit pas en 3 jours avec le matching et être capable de proposer les bons trajets pour les personnes en fonction de leurs besoins, quoi. Un exemple tout bête, c'est où les conducteurs aiment bien s'arrêter pour récupérer des passagers. Bah, ça, si tu le sais pas, pour construire cette base de données-là, il va falloir du temps avant que tu aies la qualité de la base de données de Blablacar sur cette information-là. Une part de ce travail-là a été basée en récupérant d'autres bases de données, en les agrégeant, et cetera. Mais il y a une part qui a été d'analyser le comportement organique des conducteurs qui connaissent parfaitement leur village, leur quartier, l'endroit où tu peux te garer pendant 5 minutes sans que tu te fasses embêter par la police, et cetera. Bah, la somme de tous ces trucs-là, si tu crées une place de marché de covoiturage en partant de zéro, bah, clairement, tu es en retard par rapport à Blablacar. Ça, c'est l'axe très produit. Après, je suppose qu'il y a un deuxième axe plus productivité, prise de décision qui rentre aussi en jeu. On en parlera un peu Avec plus dans le plaisir. détail. Avant ça, comment toi, tu t'es retrouvé Chief Product Officer chez Blablacar? Je crois qu'il y a plein de chemins possibles pour devenir Chief Product Officer. Ma particularité, et de ce que je sais, c'est un chemin assez peu emprunté, c'est de venir du design.
Aujourd'hui, si tu prends 100 Chief Product Officer, il y en a très, très peu qui ont un background de designer. Et donc effectivement, moi j'avais une longue expérience avant Blablacar dans le domaine du design d'expérience utilisateur au niveau européen chez PayPal. Et c'était comme ça que j'avais fini par venir chez Blablacar pour prendre en charge et faire grandir l'équipe UX. Et puis, au bout d'un an, le responsable de l'équipe produit, Frédéric Dermer, il quitte Blablacar. Et les fondateurs de Blablacar me mettent un peu face à deux choix de carrière en me disant, il y a certains designers, ils préfèrent évoluer vers des sujets d'image, de marque, de marketing. Il y en a d'autres, au fond, ils sont très attachés au produit et ils vont plutôt aller dans cette direction-là. Et moi, là, j'ai un cri du cœur qui dit, c'est sûr et certain que moi, je suis plutôt quelqu'un du produit. Et ils m'ont dit: «Bah, dans ce cas-là, si tu veux, on peut tenter, cette piste pour toi et tu prends la responsabilité de l'ensemble de l'équipe produit». Je crois que c'était un peu inconscient de ma part parce qu'il y avait beaucoup de lacunes que j'avais pour prendre le rôle, mais ils m'ont fait confiance. Ce qui est rigolo par rapport à notre sujet du jour, c'est que très, très, très vite est apparu, très clairement pour moi et pour les gens avec qui je travaillais, qu'un de mes grands points faibles, c'était la data et que j'avais, dans mes rôles de design énormément travaillé un muscle qui est celui d'avoir de l'empathie, de capter des signaux faibles, d'être capable de faire attention à un micro détail que personne n'avait vu. Mais j'avais moins travaillé certains enjeux quantitatifs, être capable de comprendre ce que la data te permet ou ne te permet pas de faire, et cetera. Et c'était indispensable de muscler ça. Donc dans les premières années en tant que Chief Product Officer, je l'ai énormément travaillé, ce muscle-là que j'avais moins travaillé auparavant. Excellent. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Quels ont été les gros chantiers data que tu as menés en tant que Chief Product Officer chez Blablacar? Il y avait 2 types de chantiers. Il y avait certains chantiers qui étaient très internes et des chantiers qui étaient très, visibles par les utilisateurs. Le type de chantier interne qu'on avait, c'était par exemple, un qui nous a occupé pas mal de temps, c'était rendre les équipes produits autonomes sur l'utilisation de la data pour améliorer la qualité de leurs décisions. Donc ça, c'était vraiment fondamental pour que, la quantité de data qui était disponible, sur la plateforme, soit réellement utilisée par exemple des product managers ou des product designers. En fait, quand on est un peu loin du sujet, on a l'impression que c'est une évidence que, bah, si la data est là, il suffit de l'utiliser. Mais pour comprendre un peu ce qu'il y a dans les entrailles de ton produit, on avait des discussions autour de c'est quoi la définition de telle métrique, quelle partie de la stack en fait, est sûrement très vieille et on n'est pas sûr si la data qui est dedans est complètement fiable. Le fait d'être capable d'avoir des dashboards qui correspondent effectivement à des besoins, de comprendre quand est-ce que tu vas faire un AB test qui va servir absolument à rien et que c'est pas la bonne manière de prendre ta décision. Donc c'est vraiment énormément de chantiers qui étaient à la fois des chantiers techniques et aussi, d'éducation collective de toute l'équipe produit pour monter en puissance, là-dessus et à cette époque-là, on avait notamment, l'équipe des product analysts qui était, dirigée par, Adrien Torchban qui a mené ce chantier-là. Et puis on avait d'autres types de chantiers où là, la data était au cœur de l'amélioration du produit. Par exemple, on a longtemps travaillé sur des sujets de pricing. Au départ, Blablacar, la manière dont le prix était suggéré au conducteur, parce que c'est toujours le conducteur qui a le choix du prix qu'il va mettre pour sa place. Le prix, c'était une règle de 3, un prix, basé sur, l'essence, ça coûte combien dans ce pays? Tu as fait combien de kilomètres? Bon, bah, le prix, ça va être, 23 €, tu vois? C'est ça. Puis après, tu le mets à la hausse et à la baisse. En matière d'optimisation de place de marché, on avait l'intuition que c'était pas, le top du top qu'on pouvait faire. Donc on s'est dit: «Peut-être qu'on pourrait en fonction de l'heure à laquelle tu publies ton trajet, est-ce que c'est un trajet où il y a beaucoup de demandes?» Enfin, il y a plein de paramètres assez évidents dans plein de places de marché, que le prix suggéré pouvait être, à la hausse ou à la baisse en fonction de beaucoup de paramètres. Et comme le covoiturage, c'est pas une dizaine de routes, c'est des centaines de milliers de trajets possibles, puisque c'est n'importe qui fait un trajet qui peut créer une route sur Blablacar. C'était impossible de le faire à la main, tout ça. Donc il fallait utiliser du machine learning pour être capable d'avoir des meilleures suggestions. Et ben, appréhender comment est-ce que on fait ce qu'on appelait un bon smart pricing, ça nous a pris beaucoup de temps, on s'est mangé beaucoup de murs, on a eu beaucoup d'échecs avant de comprendre ce qui était effectivement possible d'attendre de cet algorithme-là et de ce qui était de l'ordre, d'ajustement qu'il allait falloir faire, à la mano. Et donc en termes d'expérience, en fait, c'est quand même le conducteur qui va choisir son prix, mais c'est juste que là, dans l'interface, vous lui proposez un prix qui est plus intelligent et d'un point de vue business, enfin, ça a quel impact? C'est-à-dire que lui, ça va optimiser le nombre de personnes qu'il arrive à trouver à ce prix, mais tout en maintenant le prix le plus haut possible pour qu'il soit content d'un point de vue économique? Enfin, je sais pas, c'est quelque chose comme ça? Donc là, tu touches vraiment le cœur de type d'équilibre qu'il faut trouver. Ce qui est très intéressant à comprendre, je pense, quand tu mélanges les enjeux data et expérience utilisateur, il se passe des choses magiques. Là, par exemple, parmi les enseignements qu'on a appris, c'est que
si on disait au conducteur: «Voilà le prix optimal pour vous», qui va vous garantir, en gros, les plus grandes économies sur votre trajet. C'est-à-dire le croisement entre le nombre de passagers que vous allez trouver et le prix, et ben, on a une grande, grande certitude du fait que cette recommandation, c'est la meilleure pour vous. Le fait que l'algorithme était bon ne change rien au fait qu'il fallait craquer un autre problème qui était: est-ce que le conducteur, il va avoir confiance dans cet algorithme-là? Et on a fait plein d'expérimentations et parmi les enseignements intéressants, c'est que leur dire: «Notre algo méga intelligent recommande ça», très peu de conducteurs voulaient le suivre. De dire aux conducteurs: «Il y a un autre conducteur ou il y a plein de conducteurs qui ont réussi à remplir leur voiture à ce prix-là», les conducteurs avaient énormément envie de suivre leur père. Quand bien même c'était le même prix, quand bien même c'était du smart pricing qui choisissait quel conducteur il allait mettre en avant. Donc en fait, tu vois bien que parfois, on a des projets d'algorithmie, et ça, je me souviens qu'il y avait plusieurs data, scientists qui étaient frustrés par ça, où le bottleneck d'impact, c'est l'UX, c'est pas l'algorithme. Et donc en fait, tu as énormément d'enjeux d'adoption, d'acceptation, de projection de ce qui est en train de se passer. Si tu n'arrives pas à le craquer d'un point de vue utilisateur, tu peux avoir le meilleur algorithme du monde, ça changera pas grand-chose, quoi. C'est intéressant, ça me fait penser à un épisode que j'ai fait avec l'ancienne Head of Guest Data Science d'Airbnb. C'était l'épisode 47 et justement, on a fait un épisode qui était très tourné sur le lien entre la data et le design. C'était qui? Claire Lebarz. Ah oui, qui est chez Malte aujourd'hui. Ouais, qui est chez Malte aujourd'hui, qui est Chief Data and AI Officer chez Malte, qui est brillante, une discussion très intéressante. Et ça m'a fait penser tout à l'heure déjà parce que tu disais, il y a peu de profils produits qui viennent du design. Et typiquement, là, Airbnb, c'est carrément toute la boîte, entre guillemets, très tournée design parce que le CEO est un ancien designer. Il est très focus sur le produit. Je pense qu'il a été CPO d'Airbnb pendant longtemps. Donc, elle disait chez Airbnb, en fait, quand tu étais data, si tu ne prenais pas en compte le côté design, c'était même pas la peine d'essayer de pousser quelque chose, quoi. Moi, j'étais curieux qu'on prenne un peu de hauteur sur toute cette période voilà, où tu as été Chief Product Officer chez Blablacar. Quel a été ton plus gros challenge, tu dirais, dans le cadre de ces projets data, dans le cadre de la collaboration avec l'équipe data ou des choses comme ça? Moi, je crois qu'au départ, mon premier challenge, il était lié au fait que dans ma prise de poste de Chief Product Officer, la data était clairement identifiée comme, un point faible pour moi. Et donc j'abordais, certaines discussions avec, pas mal d'humilité, mais qui parfois, je crois, étaient mal placées. Par exemple, on avait des sujets autour des points de rencontre. Une des questions qu'on se posait, c'est quand un conducteur, serait à l'aise avec l'idée de s'arrêter en chemin, donc il fait un Paris-Marseille et on lui dit: «Tiens, est-ce que tu serais prêt à t'arrêter à Dijon, à Lyon, tu vois, à Valence et cetera?» Il dit: «Oui, mais vous voulez que je m'arrête où en fait? Je sais pas moi, où est-ce que les gens, cherchent des trucs?» Donc en gros, nous, Blablacar, on a la possibilité de lui proposer des points de rencontre. Et quand on se disait: «Ben, on propose, à partir de quelle base de points de données?» Il y avait certains, ingénieurs, data, engineers et cetera, qui disaient: «Non mais en fait, on s'en fiche de la base des points. Allons chercher toutes les bases du monde, on les met dans une grande database complète et on va faire plein d'essais randomisés et avec le temps, on finira par savoir quel est le point qui est, Important, quoi. qui est le meilleur Mmh. à tel endroit». Il y a quelque chose qui me chiffonne dans cette approche-là et il me disait: «Non mais écoute», enfin, ils étaient très gentils, mais ils me disaient: «Mais Tu découvres, quoi. laisse faire ceux qui savent», tu vois? Et par, ouais, un peu par ignorance et puis par peut-être excès d'humilité, je me dis: «Bon, bah, écoute, on va faire comme ça». Et on s'est rendu compte que cette technique de très peu filtrer en amont les points de rencontre et de randomiser, vu que Blablacar, c'est des milliers de points de rencontre potentiels, le temps que tu arrives à ce que les essais randomisés, ils donnent un résultat clair, et il faut se passer énormément de temps. Et puis d'autre part, c'est que pendant ce temps-là, les essais randomisés, il y avait des vrais utilisateurs qui étaient en train d'essayer des points de rencontre absolument catastrophiques, tu vois? Parce qu'on leur avait dit: «Bah, on va essayer n'importe quoi et à la fin, le meilleur gagnera». Mais ça a un coût, en fait, en termes d'expérience utilisateur. Et donc c'était marrant à quel point, toute cette tension entre data, IA, algorithmie, design, produit, moi, il s'est passé du temps avant que je sois capable de trancher quand il y avait des arbitrages entre ces différents domaines. C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte, mais en fait, si tu laisses l'utilisateur mettre sans lui suggérer le trajet qu'il va faire, parce qu'en fait, naturellement, tu as l'impression de te dire, bah, il part d'un point A à un point B, bah, il met ce trajet-là. Mais en fait, peut-être qu'il aura 0% de match avec des gens s'il met ce trajet-là. Alors que si tu lui dis non, en fait, mets le point A qui est à 5 kilomètres de chez toi et le point B qui est à 10 kilomètres de chez toi, et là, tu vas remplir ta voiture en 1 heure et tu auras
pas impacter en fait ton trajet parce que ça reste du porte-à-porte. Enfin, c'est un peu ce genre de mécanique Par exemple. et là, du coup, tu multiplies les options parce qu'à l'échelle de tous les trajets, tous les utilisateurs et tu comprends pourquoi tu peux pas, faire ça, Oui, avec un papier, un crayon, quoi. absolument. Et quand on s'est appelé, tu m'avais raconté une anecdote, que tu avais vécue, chez PayPal, que j'avais trouvé assez amusante de quand tu découvrais justement, notamment l'axe data. Tu avais demandé à un peu ton référent data de l'époque, quelle était la différence entre un profil mature ou un profil plus junior dans la data et comment tu arrivais à définir ça? Tu peux Ouais. nous raconter ça? C'était sympa. Et je travaillais chez PayPal, donc plutôt sur des sujets de design d'expérience et puis de temps en temps, j'avais besoin d'aller comprendre, un enjeu qui était lié à de la data et il y avait 2 personnes référentes, c'était Gauthier Labalette et Laurent Wakim et j'avais un peu tendance à les solliciter, je crois, plus que de raison et je venais souvent les voir avec plein de questions. Je disais: «Ah mais j'aimerais bien savoir ça et puis ça, est-ce qu'on pourrait le découper comme ça?» et cetera et l'un d'entre eux, je me souviens plus lequel, avait un jour la gentillesse de me dire: «Écoute, Rémi, laisse-moi juste te donner un point de comparaison. Quand, Laurent Lemoine, qui était le general manager de la France de PayPal à cette époque-là, vient nous solliciter, il a des questions beaucoup plus précises que toi et il y a beaucoup moins de requêtes que toi. Quand il vient nous voir, il dit: «Eh les gars, je suis en train de bosser sur ça, il me manque ça comme information pour prendre ma décision». Alors que toi, Rémi, quand tu viens nous voir, tu as une liste avec, 15, trucs que tu as besoin de savoir et en fait, il me partageait ce retour-là pour me faire prendre conscience à quel point, quand tu es un peu, débutant sur ces sujets-là, tu as tendance à croire qu'il y a quelque chose de magique, en fait, dans la data et que plus tu connais d'informations, plus ça va t'aider à résoudre le truc. Laurent Lemoine, d'une part, c'était quelqu'un qui était capable d'avoir pour plein de décisions, les ordres de grandeur en tête et donc il n'avait pas besoin en permanence d'aller se référer à la data pour savoir quelle était la bonne décision. Si, en fait, il y a une opportunité, c'est x10 par rapport à l'autre, tu as pas besoin de la data pour aller la vérifier, tu le sais un peu intuitivement. Et l'autre truc, c'est qu'il savait aussi toutes les situations où la data n'allait pas t'apporter la réponse. C'est que parfois, en fait, tu as un chemin A, tu as un chemin B, bah, tu peux avoir toute la data que tu veux, tu vas te retrouver avec le dilemme qui est, bah, en fait, tu sais pas quel est le bon chemin et il y a une sorte presque de procrastination déguisée derrière: «Non, non, mais laisse-moi encore creuser un petit peu». Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai un peu appris avec le temps et je crois que n'importe quelle équipe produit qui se dit: «Allez, il faut qu'on soit plus balèze sur l'utilisation de la data», elle va avoir tendance à un certain moment à trop le faire et être incapable de prendre des décisions sans data, alors que je pense qu'il y a un équilibre, tu vois? En tant qu'expert du produit, entre des enjeux qui sont plus de l'ordre de l'intuition et d'autres qui sont plus, de l'ordre de la data. Ouais, c'est marrant parce que, avec Pierre Fournier, dont je parlais en intro, qui était, Chief Product Officer chez, Mano Mano, lui disait que c'était un des problèmes qu'ils avaient eu justement quand ils ont accéléré, comme chez vous, sur l'usage de la data, sur le fait que les PM soient vraiment, outillés en termes de data. Mais il disait pas qu'au bout d'un moment, il y avait, les mêmes problèmes que ceux que tu évoquais. Lui, il disait: «Au bout d'un moment, le problème, c'est qu'ils sortaient plus du bureau». Et ils allaient plus faire ce qu'on appelle la discovery dans le produit, c'est-à-dire aller vraiment sur le terrain, aller voir les utilisateurs et tout parce que, bah, non, c'est bon, il y a la data et cetera et donc lui, il mettait plutôt en exergue quand même, la différence parfois entre quand tu es juste sur de la data quanti versus quand tu vas aller observer l'utilisateur ou retester, carrément le produit comme, dans ton cas, ça peut être le cas, c'est aller sur le terrain, faire un voyage et voir par toi-même: «Attends, ah oui d'accord, l'expérience c'est ça» et cetera. Et je pense c'est aussi important, tu vois, en tant que profil data d'être conscient des limites de entre guillemets, «de l'outil» qu'on utilise, à savoir la data et dans le service qu'on rend aux stakeholders, quoi. Et même être capable de dire, quand on pense que, bah, là, on atteint les limites, là, en revanche, il y a une décision à prendre et c'est plutôt toi avec ton intuition et ton métier de la prendre, quoi. Complètement et par rapport à ce que disait Pierre Fournier, je crois que, en effet, on a vu parfois aussi des data analystes qui, essayent de tout expliquer par de la data. Et des fois, ils en viennent à faire des hypothèses un peu complètement folles, alors qu'il aurait fallu confronter les chiffres qu'on a avec une anecdote utilisateur qui résume tout, en fait. Mais de dire: «Ah non, on va creuser de plus en plus pour trouver la réponse», bah, des fois, la réponse, elle est vraiment absolument évidente, pour peu que tu sortes ta tête de l'ordinateur et effectivement que tu te mettes dans la peau de l'utilisateur, pour de vrai, quoi, ou que tu ailles parler à un utilisateur, en situation réelle. Il y a d'autres conseils, que tu donnerais à des product analysts, par exemple, qui nous écoutent? Les conseils que je peux avoir pour un product analyst, ils vont pas être de l'ordre, je pense, de hard skills, techniques. En revanche, en termes de collaboration avec des personnes qui les sollicitent, par rapport à leur savoir, c'est d'être sûr que les requêtes, elles vont effectivement être utiles à la prise de décision. Quand je travaillais avec, Adrien Torgman, qui était responsable des product analysts chez Blablacar, on s'était rendu compte que régulièrement, il y avait des product managers qui sollicitaient, des product analysts, chez Blablacar en disant: «J'ai besoin de savoir ça, ça et ça».
le product analyst fournissait toutes ces informations-là et le product manager était pas plus avancé, en fait. Il se rendait compte à ce moment-là que, il n'avait pas anticipé les réponses possibles et qu'en fait, il n'avait pas réfléchi: «Bon, mais une fois que j'aurai la data, je ferai quoi?» Et donc ça peut être intéressant en tant que product analyst, des fois, quand on dit: «Bah, tiens, j'aurais besoin de savoir ça», de dire: «Bah, admettons que la réponse, ça soit, 23. Tu vas faire quoi avec cette information-là?» Si la personne en face, elle dit: «Bah, en fait, je sais pas trop» ou «Je vais y réfléchir» ou «Ah oui, c'est intéressant», peut-être que, c'est pas la bonne information qu'elle cherche, soit il y a un travail préalable à faire pour se dire: «En fait, au fond, qu'est-ce qui, en creusant la data, pourrait réellement m'aider à trancher et qu'est-ce qui doit être tranché par d'autres moyens?» Quelle est la bonne question finalement? Prendre une demi-heure pour valider, l'actionnabilité en fonction, des différents résultats que pourrait avoir l'analyse. Et si tu vois qu'en fait, tu es toujours, aussi paralysé, c'est peut-être que tu poses pas la bonne question ou qu'on n'a pas mandaté la bonne analyse. Ça, c'est super intéressant parce que je pense que tu imagines pas le nombre de profils data ou d'analyses qui se reconnaissent dans cette situation. Des profils data qui travaillent sur des tableaux de bord ou des analyses qui sont pas utilisées ou sur la base desquelles il y a pas eu de décision prise et cetera. Je peux pas les compter, quoi. Et donc aujourd'hui, on en parlait un petit peu en introduction, tu as lancé, Discovery Discipline. Tu peux nous en parler? À la base, Discovery Discipline, c'était simplement une méthode de travail. Donc nous, avec Tristan, il se trouve qu'on a travaillé très longtemps chez PayPal ensemble, puis chez BlaBlaCar et on était un peu, obsédés par, l'efficacité des méthodes de travail qu'on adoptait et dès qu'il y avait quelque chose qui semblait, avoir été un échec dans un projet, on se disait: «Bah, tiens, peut-être qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment?» Puis on faisait différemment la fois d'après et si ça semblait mieux, ben, on disait: «Bah, tiens, cette brique-là, cette manière de bosser, ça a l'air d'être plus efficace» et on enrichissait comme ça notre, palette de boîtes à outils en fonction des projets et plus le temps passait, plus on commençait à avoir une sorte de méthode de A à Z qu'on a fini par déployer à l'échelle de toutes les équipes produits de Blablacar et donc Blablacar avait une méthode de travail pour, décider de quelles étaient les prochaines itérations. On s'est rendu compte que, il y avait besoin de documenter ça un peu correctement pour que s'il y a un nouvel arrivant chez Blablacar, on lui explique: Voilà comment on travaille». Au bout d'un moment, ce document-là, on s'est dit: «Bah, en fait, peut-être que ça aurait de la valeur de le partager un peu plus largement si jamais ça intéresse quelqu'un». Et là, on a été très surpris parce qu'il y a une sorte de raz-de-marée par rapport à ce livre-là. Quand je dis raz-de-marée, c'est le jour de la sortie, c'était le numéro 1 des ventes sur Amazon, toutes catégories de livres confondues. Donc il y avait Le Fils de Johnny Hallyday, je ne sais plus quel nouveau bouquin qui sortait, c'était en tête des ventes. Et en fait, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on avait mis le doigt sur quelque chose qui était un peu une surprise pour nous, c'est que autant sur la partie delivery, il y a énormément de maturité dans plein d'entreprises et sur des frameworks, que ça soit Scrum, tu vois, Kanban, Safe, et cetera. Il y a plein de gens qui sont documentés, tu peux avoir des avis, mais en fait, la majorité des boîtes aujourd'hui, ça roule à peu près, la partie delivery. Sur la partie discovery, tout le monde avait un peu des trucs, bricolés à gauche et à droite, mais il n'y avait pas une méthode de bout en bout qui avait été, un peu, popularisée et donc c'est ça que les gens sont allés chercher. Avant même de lire le livre, ils se disent: «Ah, enfin, on met le doigt sur un truc qui va nous aider à structurer ça» et puis très rapidement, il y a des boîtes qui ont lu le bouquin et qui se sont dit: «Ah bah, génial, comment on fait pour l'implémenter dans tel contexte?» «Ah beh, dans le B2B. Ah bah, moi je travaille dans un domaine où j'ai pas trop accès aux utilisateurs. On est une toute petite boîte, on est une énorme boîte. Ou dans la Aidez-nous». data, peut-être dans des Ou dans la contextes ouais, bien sûr, particuliers, ouais. absolument. Et donc, on s'est rendu compte que, soit on disait aux gens: «Bah, débrouillez-vous», soit on se disait: «Mais en fait, c'est peut-être une opportunité qu'on n'avait pas été chercher, mais qui est devant nous» et donc on s'est dit: «Bah, allez, on y va, c'est parti, allons accompagner toutes ces entreprises qui veulent être meilleures en discovery» et donc aujourd'hui, c'est ça notre activité à temps plein, grosso modo. On les aide, soit en observant ce qu'elles font aujourd'hui, soit en les formant sur, cette méthode en particulier, soit en les coachant, sur des projets. Ce qui est rigolo, c'est qu'on s'est rendu compte que non seulement ça les aide à mieux faire la discovery, mais ça les aide aussi souvent à mieux dialoguer entre expertises. Et donc on s'assure que, par exemple, le product marketing, qui est parfois un peu le parent pauvre de certains projets, trouve bien sa place et apporte sa bonne valeur. Évidemment que le rôle d'un product analyst est fondamental dans la discovery, mais à quel moment est-ce qu'il apporte le plus de valeur? La méthode essaye d'apporter un point de vue par rapport à ça. Donc voilà, donc c'est ça aujourd'hui Ouais, notre activité, mais quoi. c'est intéressant et d'ailleurs, Discovery Discipline, bah, c'est Célia, qui est, product manager data, je crois, ou manager data, mais en tout cas qui gère une squad qui ressemble à une squad produit Absolument. finalement, mais spécialisée sur des sujets, d'algorithmie et elle recommandait, Discovery Discipline et justement l'épisode était, lié à l'adoption d'une approche produit, dans la data. Donc, je mettrai aussi cet épisode, en description pour ceux que ça intéresse et il y avait un dernier sujet, dont on avait parlé quand on s'est appelé, où tu m'avais dit que c'était un peu un sujet que tu trouvais particulièrement intéressant en ce moment et on l'a abordé rapidement quand on parlait de Claire tout à l'heure, c'était, l'intersection entre l'IA et
plus globalement la tendance du moment, donc la Gen AI qui est un peu tout en haut de la feuille de route pour beaucoup, beaucoup de boîtes, et l'UX. Peut-être curieux que tu en dises un peu plus. C'est rigolo parce que moi, sur les sujets technologiques, je suis rarement un early adopter. Pourtant, mon métier, c'est d'être à fond là-dedans, mais quelque part, d'un point de vue personnel, j'ai tendance un peu à dire: «Non, bah, attendons de voir, à quel point ça va vraiment être une révolution». Et là, j'ai aucun doute que c'est un tsunami qui est en train d'arriver et qu'il y a un bond technologique qui a été franchi, tu vois, il y a 2 ans, grosso modo. Et ce qui m'intrigue, c'est que, il y a plein de débats sur: «Mais en fait, est-ce que c'est en train d'arriver à un plateau et qu'on va pas forcément être capable d'aller beaucoup plus loin en termes de capacité de ces algos-là?» Et moi, mon intuition profonde, c'est que d'un point de vue technologique, c'est déjà une révolution totale, ce qu'on est capable de faire maintenant, mais on n'a pas encore trouvé vraiment, on n'a pas craqué c'est quoi les cas d'usage, c'est quoi les vecteurs d'adoption, c'est quoi les interfaces qu'il va falloir construire autour de ça. Je suis très curieux des prochaines années où quand bien même d'un point de vue avancée technologique, on serait au même niveau qu'aujourd'hui, moi je crois qu'il va y avoir des choses complètement incroyables qui vont apparaître. Je donne un exemple de ce matin. Ce matin, il y a quelqu'un qui vient chez moi pour faire un audit énergétique de ma maison. Et elle commence à me bombarder avec des recommandations, des termes techniques, etc. Et au bout de 30 minutes, je me dis: «Attendez, pop, pop, pop» et je déclenche l'enregistrement sur mon téléphone. Parce que ce que la technologie, par exemple, va me permettre de faire, c'est d'enregistrer tout ce qu'elle me raconte, de retranscrire intégralement et qu'à chaque fois que j'aurai des: «Attends, mais c'était quoi qu'elle m'avait dit par rapport au système d'isolation?» et cetera. Je n'ai pas besoin de baser ni sur ma mémoire qui, quand c'est un sujet que je connais pas, très, très faible, ni sur le fait que je prenne des milliers de notes, mais en fait, ce sera pas suffisant. Et là, je me dis: «Ah non, mais en fait, le fait de pouvoir enregistrer, retranscrire, retrouver tout ça facilement, bah, ça, c'est quelque chose, il y a pas si longtemps, c'était pas possible de le faire». Ouais, et puis tu as même pas besoin non plus de te faire le CR pour pouvoir avoir une synthèse, parce que tu poses la question et il te sort le bon élément. Absolument, Enfin, c'est absolument. ouais. Et donc c'est un micro détail, sauf que ce micro détail comme cas d'usage multiplié par toutes les situations où on est encore maintenant en train de découvrir ce qu'on va être capable de faire par rapport à ça, c'est juste phénoménal. Et dans la manière dont nous on opère Discovery Discipline, il y a plein de gens qui disent: «Alors du coup, vous êtes en train d'embaucher et tout?» et on leur dit: «Non, non, pour l'instant, on est en train de voir c'est quoi la taille de business qu'on est capable de créer à 2, à 2 plus une armée de stagiaires. Sauf que nos stagiaires, c'est des bots AI. Et là, en ce moment, on se rend compte que, enfin, on n'a pas encore trouvé la limite de ce qu'on est pas capable de faire avec ces agents-là. Et je crois que on est dans la phase où il y a des gens qui sont en train de se dire: «Ah bah, j'ai testé un truc, c'était un peu nul, donc c'est vraiment de la hype tout ça». Et ça donne un peu l'impression de gens qui ont testé internet, tu vois, en 95, c'était un peu nul et se disent: Non mais en fait ça, allez dans 6 mois on n'entend plus parler». Et je pense qu'il y a certaines réactions aujourd'hui qui sont en train de balayer un petit peu trop vite des choses qui sont simplement en démarrage de croissance exponentielle et au démarrage, c'est lent. Et ma conviction extrêmement profonde, c'est que là, on est face à quelque chose de fondamental, mais c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé les couches produits expérientiels qui correspondent à cette nouvelle technologie-là, qu'on peut parfois être un peu déçu ou un peu naïf et on se dit: «Ah bah regarde, 2 plus 2 il n'arrive pas à le faire, donc en fait, c'est nul». Non, mais en fait, ce qui est fou dans cette technologie-là, c'est pas ses limites, c'est ce que c'est capable de faire et je crois que le champ des possibles, il est, complètement infini, quoi. Et puis c'est encore très récent. Moi, ce qui m'a marqué, c'est je fais le lien avec ce que tu disais tout à l'heure que je trouvais, très intéressant. C'est quand tu imagines, toi, tu le remets sur un sujet IA, donc qui était plus traditionnel sur l'algorithmique que vous faisiez sur le pricing. Tu aurais très vite pu avoir aussi des gens qui auraient dit: «Bon, bah, finalement, faut qu'on continue à la mano et vous auriez jamais eu l'expérience de matching que vous avez aujourd'hui». Et tu as dit, en fait, très rapidement, le problème, il était plus d'ordre technique. Ça veut dire que c'était les résultats de l'algo étaient bons. Les data scientists, entre guillemets, avaient fait un taf de dingue, et cetera. Il était d'ordre UX et du coup, c'était plutôt comment on arrive, via de l'UX, via de la communication avec les utilisateurs, via la manière de présenter l'algo, comment tu arrives à créer la confiance aussi pour qu'ils l'utilisent et cetera et cetera. Et je pense que si tu, bah, reportes ça sur le sujet de la Gen AI et à l'échelle de toute la société, de tous les use cases, bah, tu peux imaginer qu'en fait, il peut y avoir une phase quand même très longue où effectivement, même si la techno, je pense qu'elle est même pas encore mature dans le sens où ça évolue à une vitesse de dingue et qu'en plus, on va encore potentiellement avoir des rebonds parce que tu en as qui disent que dans 10 ans, les LLM, ça sera des trucs de dingue, ça va Silicon Valley, parfois ils te font presque peur. Mais même au-delà de ça, en plus, genre, le niveau actuel, il est déjà impressionnant, mais peut-être qu'en revanche, sur la partie UX, ça peut peut-être mettre des années, quoi. Si ça se trouve, il y a des use cases,
qui seraient déjà possibles aujourd'hui d'un point de vue technologique, mais qui vont arriver que dans 10 ans parce qu'on n'arrive pas encore à appréhender. Enfin, la confiance va mettre du temps à se mettre en place, et cetera, tu vois? Ce qui me fascine, moi, c'est que dans notre écosystème, je vois plein de gens qui pourraient être à la pointe de ça et qui, très, très, très vite, en fait, utilisent la première excuse pour se dire: «Non, mais en fait, pas vraiment besoin, c'est pas si révolutionnaire que ça, il y a pas grand-chose à en tirer» et je pense si on veut être capable de faire le maximum de ce que, l'intelligence artificielle va être capable de nous offrir, il faut se plonger dedans et il faut essayer et il faut un peu mettre de côté, tous les petits freins qui sont propres à une nouvelle technologie, quoi. Au départ, rien n'est parfait et il faut inventer comment est-ce qu'elle va effectivement apporter de la valeur. C'est marrant parce que les gens ils défendent ça dans l'entreprise, surtout, tu vois, dans la data et l'IA, on est tout le temps en train de dire: «Le truc marche pas depuis 10 ans», enfin, le nombre d'algos, ça a apporté 0 impact business et on est encore monté au créneau en train de dire: «Vous allez voir» et cetera. Et là, sur la Gen AI, tu en as plein qui disent en mode: «Ouais, j'ai testé à la maison et cetera et ça marche pas». Ils appliquent pas la même, résilience dans l'itération, dans le fait d'essayer, de retester et d'aller vraiment valider, quoi. Et pour valider, en fait, ça se fait pas en une itération. Parmi les personnes qui sont un peu sceptiques, quand au fond, elles finissent par me donner un exemple concret qu'elles ont testé, elles me parlent beaucoup de ChatGPT et je crois que c'est pas ça l'avenir de l'IA. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr que une sorte, tu vois, de LLM généraliste qui a aucune information, privée, propriétaire, unique, elle va pas te raconter grand chose de plus intéressant que ce que tu peux trouver sur Wikipédia, grosso modo. Par contre, je te donne un exemple. Avec Tristan, on s'est dit: «Tiens, il y a plein de gens qui nous disent qu'ils aimeraient être coachés plus régulièrement par nous, mais que nous, on n'a pas toujours le temps». Donc on s'est dit: «Bah, on va faire quoi? On va créer un bot qui, va être alimenté par toutes les sections de coaching qu'on fait, qui sont toutes, enregistrées et ce bot-là, on va le mettre à disposition de ces gens-là, en disant: «Bah, quand vous avez une question que vous aimeriez nous poser et qu'on n'est pas disponible, bah, posez la question en bot». L'inquiétude de Tristan au départ, c'est de se dire: «On n'est pas sûr que les réponses, elles vont toujours être de super qualité». On a fait une bêta depuis un mois là. Maintenant la question qu'on se pose c'est, non mais en fait, il y a un paquet de fois où le bot, il est meilleur que nous et là tu dis: «Ah OK, ça on n'avait pas vu venir». Pourquoi? Parce que autant sur les sujets qu'on maîtrise parfaitement, souvent l'IA, le bot, il va donner des réponses qui vont être, allez, à 80 celles qu'on aurait faites, tu vois? Il y a toujours des petites subtilités qui manquent. Mais quand il y a des gens qui nous disent: «Alors votre méthode j'aime bien, mais nous on a aussi cette autre méthode pour la partie delivery qui s'appelle ShapeUp, comment tu les combines?» Et là, bah, moi, si j'improvise une réponse, je vais arriver à bricoler un truc. Sauf que comme on a alimenté notre bot de plein de méthodes qui gravitent autour de notre écosystème, et ben le bot, il est capable de faire une combinaison de 2 méthodes que moi, j'aurais jamais été capable de faire de tête. Oui, ça a des limites et des fois, il dit des bêtises. Et puis, il y a des fois où il fait largement mieux, et en plus, en quelques secondes, que ce que Tristan et moi, on n'aurait jamais été capable de faire. Et ça, tu le découvres pas intellectuellement. Tu le découvres en bidouillant, en testant, en ayant un peu de curiosité par rapport à c'est quoi ce nouveau monde qui s'offre à nous, quoi. Excellent. Bah, écoute Rémi, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Oui, j'ai un livre, qui s'appelle «The Visual Display of Quantitative Information» par, Edward Tufte et c'est un livre qui te force à réfléchir. Quand tu essaies de représenter de la donnée pour passer un message, pour faire comprendre quelque chose, quel choix s'offre à toi en termes de représentation visuelle? Donc c'est une nouvelle fois l'intersection entre le design, tu vois, et la data. C'est un bouquin fascinant. Il y a par exemple dans ce livre, il y a une carte qui matérialise à partir de la data le trajet des armées de Napoléon dans leur campagne en Russie, à l'aller et au retour et tu vois le nombre de soldats qui sont de moins en moins. Ce graphique-là c'est majestueusement beau et c'est très riche de voir à quel point il y a énormément de complexité et de data représentée et pourtant tu es capable en une seconde de comprendre ce que tu as devant les yeux. Et donc par exemple, il y a un concept qui vient de ce bouquin qui s'appelle le Data Ink Ratio, qui te force quand tu représentes un graphique à réfléchir à quelle quantité d'encre, quelle quantité de pixels contient de la data et lesquels en fait c'est du bruit et c'est juste de la décoration et ça t'empêche de voir la data. Et donc quand tu es un analyste et que tu essaies de représenter de la data, c'est un concept qui peut être extrêmement utile de creuser. Voilà, donc Visual Display of Quantitative Information. Je mettrai ça en description, bien entendu. Et enfin, qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Ce qui m'a le plus fait progresser sur les sujets de data, là pour le coup c'est une collaboration avec, Adrien Torgman. Et ce qui est rigolo, c'est que souvent, quand les gens ils réfléchissent à leur carrière, ils disent: «Ah mais j'avais eu un super manager, un super mentor». Il se trouve que c'est moi qui manageais Adrien Torgman et c'est lui qui m'a tout appris sur ces sujets-là. Et c'était vraiment absolument fantastique d'être, au quotidien en présence d'un expert très, très fort sur,
les sujets data, analyse, et cetera, et qui a eu la patience de m'expliquer énormément de concepts, et j'espère qu'en retour, j'ai réussi à lui partager des choses, mais c'était vraiment extrêmement riche de comprendre la place de la data dans une entreprise, à quel point son équipe, par exemple, absorbait une quantité de complexité folle avec les data engineers, les data scientists, et énormément de parties de l'entreprise que moi, en fait, je savais qu'elles existaient, mais je ne comprenais pas les challenges qu'il y avait derrière. Et en fait, c'était cette équipe-là, c'était le pont entre plein de parties de la boîte. D'ailleurs, c'est une équipe qui a reporté à une époque au produit, à une époque au marketing, à une époque, à la finance. Et c'est pas le hasard. C'est parce qu'en fait, tu pouvais la mettre à plein d'endroits. De toute manière, elle était toujours en besoin d'être connectée avec d'autres, parties de l'entreprise. Donc voilà, moi, ça a été, peut-être le prochain invité pour toi, Adrien Torgman. C'est quelqu'un qui m'a vraiment, apporté, énormément de choses. Pourquoi pas. Rémi, on arrive sur la fin de cet échange. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous partager ton expérience et tous ces insights. C'était passionnant. Dites-nous dans l'audience ce que vous avez pensé de cet épisode, donc un peu hors série entre guillemets, un peu différent mais extrêmement intéressant. Mettez-nous un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes. Profitez-en pour vous abonner. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci Rémi. Merci Robin. Pour ceux que ça intéresse, je partage chaque jeudi via la newsletter DataGen un mail avec un zoom sur les éléments clés de l'épisode et la ressource recommandée par l'invité. Il se lit en 3 minutes. Je vous mets le lien pour s'inscrire en description.